Eh bien bonjour à tous, donc bienvenue dans cette avant-dernière session plénière d'Univers SwiftNet 2021 dédiée à une question qui est pour le futur, que pourrons-nous faire avec les API de trésorerie, les API pour les trésoriers. Et quand je dis pour le futur, nous verrons avec Eddy Jacquemot tout à l'heure qu'en fait, ce n'est pas tout à fait pour le futur puisqu'il y a déjà des cas d'utilisation qui nous intéressent. Mais avant de vous présenter tous nos intervenants, je voudrais vous faire une toute petite interprétation, disons mon interprétation de ce qu'on appelle une API, de ce qu'est une API. Donc l'iPhone, le mien en tout cas, quand je le regarde, il se déverrouille. Et puis, pour un certain nombre d'applications, l'application de ma banque par exemple, quand je regarde mon téléphone, l'application de ma banque se déverrouille. Et voilà l'exemple le plus classique, le plus simple d'utilisation d'une API. Apple a construit une API qui, à partir de la caméra, vous reconnaît et offre l'utilisation de cette fonctionnalité à toute application qui en fait la demande. Donc l'application fait la demande en disant « je voudrais identifier la personne qui veut utiliser l'application ». Apple lui répond « voici la personne, c'est bien Hervé Postic » et à ce moment-là, l'application peut s'ouvrir. Donc une API, c'est quoi? C'est un développement informatique très simple qui pose une question, qui attend une réponse, extrêmement standardisée, et tout ça dans un environnement tout à fait sécurisé. Et puis maintenant, on va se rendre compte qu'en fait, on a des API qui permettent d'aller beaucoup plus loin. Et c'est tout ce dont nous allons parler dans cette discussion. Pour ça, je suis extrêmement honoré d'avoir autour de cette table virtuelle, mais d'avoir donc Laura Mian de ING. Bonjour Laura. Bonjour. Eddy Jacquemot de Borealis, que tout le monde connaît, puisque Eddy était déjà intervenu à Univers SwiftNet il y a 2 ans. Bonjour Eddy. Bonjour. Et Marc Delbar, que l'on ne présente plus, c'est sa 3e ou 4e intervention à Univers SwiftNet. Bonjour Marc, de Swift. Bonjour Hervé. Voilà, alors peut-être ce que nous pourrions faire pour démarrer, Laura, si tu le veux bien, j'ai expliqué en 2 mots ce que pouvait être une API, à quoi elle pouvait servir, mais évidemment, je pense que côté banque, vous avez déjà réfléchi énormément à ce que l'on peut faire avec des API et vous avez surtout questionné un certain nombre de clients et vous avez ainsi pu faire une espèce de petit panorama de ce qui pourrait être utile pour les trésoriers. Laura. Merci bien, Hervé. Pour moi, la discussion peut se dérouler en français, mais je vais parler en anglais à cause de l'habitude. I am an innovation driver in the open banking program for 4 years at ING. And we are in touch with a lot of our clients to really see, the needs upcoming in this space and really how APIs are going to help the treasurers and actually beyond treasurers roles in the corporate organizations. So the open banking was ignited in Europe by regulation. So it is mandatory for banks to open up and present data towards certified third parties. But what we see now with open banking, actually, it goes beyond PSD2. And if we look at the treasury space, this is a space where we would see a lot of development in the coming period. If I would refer to the expectations of corporate clients and treasurers as to what we see and what we hear from them, we see that they themselves go through a transformation process as well. And really starting with the role of the treasurers that, becomes more strategic across the corporate organizations. They are really in the middle of a lot of interconnections where data will be flowing. Real-time or just-in-time information becomes really important. Actionable insights based on these data that would really empower them to take the right decision within their corporate organizations. Them themselves supporting other teams in the organization, and I talk about transformation teams or digital teams or sales teams, in them organizing experiences and journeys at their end for their own clients. So this interconnection and this connection to banks, will be really enhanced through APIs. And there are needs for an easier integration of traditional banking services, as we call them. There are also new ones.
There are developments in the space of what we call banking as a service or embedded finance, where such an API would make it very easy for corporate organizations to just consume capabilities of banks and really offer them to their own clients, suppliers, or consumers themselves in what we start calling the B2B2B or B2B2C spaces. And when it comes to the traditional treasury space, let's say, APIs are going to bring new ways of solving traditional pains in this space or traditional challenges, let's say. When I talk about forecasting, reconciliation, direct debit reject through journeys. So we see a lot of ideation and a lot of use cases coming up in our discussions with corporate clients. Merci Laura. Et peut-être juste pour rebondir sur ce petit point de ce que l'on peut faire immédiatement pour les trésoriers, je voudrais demander à Heidi de nous donner un ou deux exemples et de nous expliquer un petit peu ce que fait Borealis et comment Borealis utilise cette question des API pour solver les pain points ou certains pain points dont parlait Laura. Oui, exactement, Hervé. Donc, chez nous, bien sûr, dans notre société, c'est quand même assez centralisé hein, parce qu'on a un SAP avec tous les banques, on a des fichiers qui vont automatiquement cash in, cash out. Mais bien sûr, déjà depuis 2 années, on regarde aussi les API et qu'est-ce que ça peut nous ajouter comme valeur. Et je ne vais pas dire remplacer ce qu'on a aujourd'hui, mais vraiment de la valeur en surplus. Et là, il y a quand même assez beaucoup de choses que je trouve que les banques nous peuvent donner, bien sûr, si on a besoin, hein, pas toujours, pas chaque minute, chaque seconde, mais c'est quand même des choses qu'on a aperçues et que c'est très difficile à recevoir des banques. Hein. Par exemple, une chose que j'ai, c'est aussi sur quels sont les droits, quels sont les pouvoirs, quelles sont les limites, surtout vos comptes bancaires, par exemple. C'est une question assez facile, mais souvent, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas justes chez la banque, par exemple, et parfois, ça vient avec, quand on a la confirmation des auditeurs, qu'on voit qu'il y a encore une personne qui est dessus qui ne devait pas être là. C'est juste un exemple. Mais bien sûr, ça va plus loin. Chez nous, on va dire, il y a 2 ans, hein, parce qu'on parle beaucoup d'API et plusieurs de noms spécialisés, surtout en anglais, API, Premium, Embedded MBI, API as a Service. Donc, il y a quand même beaucoup de mots et c'est pas facile pour un corporate, mais un peu mon conseil, vraiment de regarder à nous-mêmes et voir là, OK, qu'est-ce qu'on manque, qu'est-ce qu'on a besoin. Et avec les API, c'est un peu plus facile, je trouve aussi, pour implémenter. Donc, ce qu'on a fait, c'est regarder, OK, on parle beaucoup, mais on aimerait bien d'avoir la connaissance. Et je me suis dit, OK, il faut sauter maintenant dans la piscine une fois parce que sinon, on ne saute jamais et on ne sait jamais nager. Donc, on a pris le risque et on a fait avec JP Morgan, notre banque américaine. Donc là, on a dit, OK, on veut avoir un API, c'est aussi sur les encaissements, donc le cash-in des clients. Et là, on a dit que quand on pousse sur le bouton, on veut avoir un fichier avec toutes les transactions qui va qui rentre dans notre programme de matching, qui fait déjà automatiquement des enregistrements. Et après, OK, ce sont on va dire les autres qui ne sont pas encore faits ou quelqu'un doit encore intervenir. Mais là, on a quand même vu que c'est quand même assez fort parce que l'implémentation était assez facile pour notre gens technique. Parce que ce n'est pas seulement le API qui vient de la banque, mais aussi c'est intégration dans notre SAP. Et comme vous savez bien, SAP, ce n'est pas tellement très facile non plus. Mais je dois dire, je suis quand même vraiment content. Donc, on a eu l'expérience, mais on n'est pas arrêté là-bas. On a vraiment continué. Et plutôt et quel service, qu'est-ce qu'on peut avoir avec les API? Et un autre service, c'était aussi pour notre liquidity. Donc, on fait chaque jour les prévisions pour tout le groupe, hein, dans tout le monde, pour Borealis. Et même si on a seulement un SAP worldwide, dans le monde entier, hein, parce que c'est quand même, je pense, une position
luxe, si je peux me permettre de dire, mais quand même, c'est plus facile alors. Mais là aussi, on a vu qu'avec un API, ce sera plus facile et de réduire, on va dire, des exercices à la main de mon équipe, hein, parce que bien sûr, tout le monde fait des erreurs. Donc, on appuie sur le API et on reçoit directement dans notre Excel. Oui, même une grosse société, on a encore un Excel, mais on utilise encore parce que c'est, façon de dire, pour cela le plus pratique. Et là aussi, on appuie sur le bouton et on reçoit les renseignements qu'on a besoin. Mais bien sûr, on ne va pas s'arrêter ici, mais je suis très content qu'on a quand même vu que l'API, c'est quelque chose pour nous, comme assez grosse société, quelque chose en surplus qui donne qui donne plus de valeur et que c'est aussi pour notre IT parce que c'est toujours OK, il faut avoir les ressources, il faut avoir les gens disponibles, mais ils ont quand même aussi vu et pour eux, c'est aussi quelque chose de nouveau et c'est vraiment nouveau dans le marché. Enfin, c'est pas tellement tout nouveau, mais quand même avec les banques. Mais je suis content que j'ai fait aussi avec JP Morgan en train de continuer et regarder pour des nouvelles choses à intégrer et aussi dans les SAP, mais aussi pour des autres départements, par exemple. Hein, parce que un autre exemple, ce qui est pour moi très pratique, c'est souvent on reçoit dans la trésorerie des questions, où est-ce que le client a payé, oui ou non, et tout ça. Maintenant aussi, par exemple, on est en train de regarder pour notre Credit Control qui peut appuyer sur un bouton et qu'ils ont aussi spécifique pour ces clients ou pour ces transactions qu'ils ont directement de la banque la connaissance et ils ne doivent plus venir chez nous. Donc ça, c'est quelque chose, c'est pas encore là, mais on est en train de regarder ça. Merci Eddy. Et alors donc dans cette piscine, il y a un maître nageur, hein, comme dans toutes les piscines, donc Swift qui a l'habitude d'organiser un petit peu ce qui se passe dans les différentes lignes de la piscine, donc dans les différents channels. Eh bien, Swift a déjà lui aussi construit des choses à partir de quelques API. Et Marc, est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques exemples de ce que vous faites déjà, qui est utilisé couramment, avec des API au service des trésoriers? Oui, bien sûr. Donc, on a commencé donc avec les API sur tout le programme GPI pour les entreprises, donc qui permet de faire la traçabilité, d'opérer la traçabilité des paiements. Donc, grâce à ces API, on peut savoir à tout moment où se situe le paiement. Donc, quel est son statut, si tout se passe comme il faut. C'est vraiment là qu'on a commencé, je dirais, avec les API. D'un autre côté, on a commencé également tout ce qui est prévalidation des paiements. Donc, pour l'instant, ce ne sont pas encore des services qui sont disponibles pour les entreprises directement, mais c'est dans les cartes. Donc, c'est quelque chose qu'on veut ouvrir très rapidement aux entreprises. Et certaines banques réfléchissent à l'ouvrir aux entreprises par leurs propres canaux. Donc là, de quoi s'agit-il? C'est la possibilité de fournir, avant d'effectuer un paiement, une vérification que tout va bien se passer. Donc, c'est évidemment très intéressant pour les paiements transfrontaliers qui peuvent éventuellement ne pas se passer complètement comme prévu, comme vous le savez tous. Et donc, l'idée ici, c'est de vérifier, par exemple, si le compte bénéficiaire est bien ouvert et est propre à recevoir des fonds chez la banque bénéficiaire, vérifier que toutes les données de paiement soient disponibles. Donc, ça, tout ça, ce sont des choses qu'on peut encapsuler derrière des API. Donc, le principe est très simple. Nous, on va en effet jouer un rôle de chef d'orchestre. On va permettre à des clients qui décident d'appeler ces interfaces, donc ces API, on va leur offrir une solution unique. Donc, il n'y a pas de problème de standardisation, ce qui typiquement est le problème principal. Donc, elles peuvent venir consommer une interface unique chez Swift qui alors va intégrer les différentes banques sur le marché et les différentes solutions domestiques pour aller chercher cette information. Donc, c'est derrière, je dirais, behind the scenes, donc derrière l'interface très simple et uniformisée se cache évidemment toute une complexité qui va être également très dépendante de la technologie API, donc qui va utiliser des API d'autres banques ou de solutions de marché pour fournir ces réponses. Donc, ce que je pense qui est très intéressant, c'est vraiment ce côté de pouvoir offrir une vue standardisée en tant que consommation, mais derrière, de pouvoir aller chercher des briques de fonctionnalité là où elles se situent dans le marché. Merci Marc.
Et alors, moi, j'aimerais maintenant qu'on revienne un petit peu en détail sur trois notions qui me semblent extrêmement importantes que Laura a mises en avant tout à l'heure, de manière à ce qu'on puisse voilà, discuter tous les quatre autour de ces trois notions. Alors, les trois notions que j'ai retenues, c'est l'open banking. Donc, j'aimerais bien qu'on se donne une définition de ce qu'est l'open banking dans le cadre européen, mais pas seulement, bien entendu. La deuxième notion qui m'intéresse beaucoup, c'est le banking as a service. Qu'est-ce que l'on entend par banking as a service quand on est une banque? Et qu'est-ce qu'un trésorier finalement attend d'une banque qui lui dit « je vais faire du banking as a service ». Et puis la troisième idée importante, c'est comment j'intègre des parties tierces, des third parties, dans mon application grâce à des API. Donc ça, c'est peut-être voilà, un troisième sujet. Mais peut-être on va commencer par se définir précisément ce qu'on appelle l'open banking quand on est une banque. Laura. Merci, Hervé. As I was saying, open banking came into the banking space due to regulations in Europe. But that's the case, you know, so open banking is really popping up all around the world. It's a global phenomenon. And it is being actually brought by market collaboration in other areas of in the world. So if I look at Asia's or Americas, you see that banks themselves, together with fintechs and monetary authorities, local monetary authorities, they came to the conclusion that actually it's for the good of all and for the society to really come together and, you know, start exchanging data, start exchanging capabilities, and really, as you say, open up. So this is how we look at open banking from a banking perspective. Open banking at ING and at a lot of other incumbent banks goes beyond PSD2. So for us, the three PSD2 APIs, as we call them, they are just igniting this open banking thinking. It is a capability that banks were somehow forced to develop, but we are looking into the opportunities of this. And we do realize it's a stretch for us, you know, it's a very closed environment, very secure, very trusted, but realizing that, you know, the data we are sitting on is our clients' data. And through open banking, we actually see the tool, the means of giving the control, the charge of this data to the clients themselves and having them deciding, you know, what kind of value proposition I would like to go through. Because all the open banking APIs that I'm going to have in the developer portal will be letting data flow, but that would be consented data. So the control and the choice is being given to the customers. And I think this is really where we see the opening up of, you know, the open banking concept of just opening our gates towards, you know, the data and capabilities and let the client in charge of that. And of course, with this, there are a lot of opportunities coming up in us actually discovering that we can be of help, you know, towards our clients and actually towards our partners as third parties that now either certified or through own will would like to, you know, go into such value proposition development. That is really now easier through APIs. The territory of open banking as we see it, you know, we started with the perception of APIs are bringing real time. So that was the first, you know, the igniting of this real time data with instant payments. We start talking about real time treasury. Then we actually become aware that real time is not only info, but also real time action. So there will be, you know, APIs will make possible for treasurers to define pre-authorized automated actions that would be triggered by some events. And that would actually make, you know, the real-time cycle, the transparency and everything across the supply chain in a corporate organization far easier to control and be in charge of, and to really get most out of data, out of the interconnectivities that can be created as APIs.
We also see ourselves as banks in the middle of, we start calling them ecosystems, but as banks, we can, being situated in the middle of such interconnections with buyers and suppliers and funding providers and insurers, an important player in this ecosystem, a trusted one in the ecosystem for corporate clients. So this is, in big lines, how we look at open banking and what the opportunities would be, to be brought by this new type of thinking for bankers. Merci Laura. Donc, je retiendrai quelques éléments à mon avis clés. Premièrement, une réglementation qui a forcé les banques à ouvrir leurs entrepôts de données, qui leur a permis de prendre conscience de la valeur de ces données. En même temps, les a contraints, mais il leur a donné un grand nombre d'opportunités de faire profiter de ces données à ceux qui en avaient besoin et qui en sont les propriétaires, qui sont leurs clients, dans un environnement extrêmement sécurisé et, on pourrait dire, standardisé pour l'instant par pays ou par région géographique en fonction des réglementations. Et tout ça pour pouvoir proposer beaucoup plus de choses en temps réel ou tout simplement d'ailleurs de profiter de la qualité de ces données que l'on a. Alors on a des tas d'exemples, bien sûr, on pense à tout ce qui est credit scoring, enfin, il y a des tas de choses auxquelles on pense dès qu'on pense ah oui, les données que la banque a, elles sont incroyables et elles peuvent conduire à simplifier beaucoup de traitements, beaucoup d'enquêtes que l'on a à faire. Et puis, donc, les données appartiennent aux clients, on peut y accéder en toute sécurité. Il y a une question de standardisation et on va peut-être interroger Marc sur cette question. Marc, voilà, pour Swift qui a un rôle primordial en matière de standardisation dans le monde des paiements et dans le monde des titres, est-ce que finalement vous pourriez étendre ce rôle de standardisation à tout ce qui est question-réponse qu'un client et une banque peuvent avoir à se poser et qui aurait besoin d'une standardisation mondiale, globale? Oui, donc évidemment, cela rentre complètement dans notre mission. Donc, pour vraiment bien recadrer le débat, donc le principe de base pour moi de l'open banking, donc évidemment, il y a un aspect donné dont tu as parlé. Il y a également un aspect fonctionnel. Donc, il y a un aspect, je dirais, de décomposer des applications qui étaient typiquement très monolithiques en petites briques de fonctionnalité. Donc, c'est vraiment ça la beauté de l'open banking, c'est de prendre toute son application bancaire et d'identifier ce qu'elle fait vraiment, donc en petits morceaux de fonctionnalité. Avec évidemment l'idée de pouvoir ouvrir indépendamment ces petits morceaux de fonctionnalité, par exemple de récupérer un solde d'un compte, hein, donc ça va être typiquement un morceau de fonctionnalité. Donc c'est de pouvoir récupérer indépendamment ces morceaux de fonctionnalité pour les intégrer dans d'autres approches, pour les recomposer dynamiquement différemment. Donc évidemment, pour que ça marche, il faut qu'il y ait une base de standardisation. Donc si tout le monde commence à exposer pour chacune de ces petites briques des fonctionnalités des interfaces différentes, ça va être extrêmement compliqué de les intégrer. Donc, c'est ce qui a poussé la régulation DSP2 de standardiser ça dans le champ de la régulation. Mais évidemment, voilà, ça reste une réglementation régionale et ce n'est pas, je dirais, un mandat mondial à ce stade-ci. Ce que font les banques, évidemment, qui ont une base installée de clients mondial, c'est au maximum de leurs possibilités de pousser la logique de DSP2 à un niveau global. Alors, évidemment, quand on est en mode de consommation de toutes ces briques de fonctionnalités, on a envie d'avoir l'expérience d'intégration la plus simple possible et une vue standardisée est évidemment souhaitable. De la même manière que dans un paradigme de messagerie, l'intégration de tous les messages de toutes les banques nécessite la standardisation telle qu'on l'a fait chez Swift. Alors, quel est le rôle que Swift peut jouer? Je pense que c'est exactement le même rôle qu'aujourd'hui dans le cadre de la messagerie, qui est d'offrir justement cette standardisation, de travailler avec le secteur bancaire sur cette standardisation, d'être à l'écoute des besoins des entreprises et de pouvoir exposer des interfaces
comme ce qu'on a fait par exemple avec GPI pour les entreprises ou sous la prévalidation, mais avec éventuellement une volonté de le faire de manière beaucoup plus large, avec le support de la communauté pour standardiser ces API. Merci Marc. Je crois que, j'ai trouvé très intéressant ce complément sur découper les applications bancaires monolithiques en rondelles, de manière à ce que chaque rondelle puisse être appelée et invoquée indépendamment et apporter sa propre valeur indépendamment. Et Eddy, est-ce que pour toi cette compréhension de l'open banking est bien ce que tu avais en tête? Et est-ce que éventuellement peut-être ça t'apporte d'autres idées complémentaires? Pour moi, open banking, ça voulait dire plus de commerce et mieux parce qu'il y a plusieurs joueurs et j'aime bien parce que on va dire qu'il y a aussi peut-être des petites sociétés ou des fintech qui ont des idées, mais qui sont pas vraiment toujours sur l'agenda des banques, par exemple. Donc, ça va un peu plus vite. Bien sûr, on doit faire attention parce qu'il y en a tellement beaucoup et partout. Pour moi, ce qui est très important, aussi un peu que Marc a dit, bien sûr, je regarde aussi à Swift parce que j'ai déjà des API maintenant, mais les autres banques sont en train de regarder et pas tous sont au même niveau et pas tous sont la même façon. Donc, bien sûr, je ne veux pas retourner dans le passé où on a plusieurs lignes avec les banques, plusieurs applications. Non, certainement pas. Nous, parce qu'on a plusieurs banques, on a choisi pour Swift il y a déjà longtemps. Et bien sûr, j'aimerais bien, et c'est pour ça aussi que je suis en discussion avec Swift, pour regarder, pour qu'il y a un standard par le réseau Swift pour tous mes banques, la même façon, le même standard. Et je suis certain aussi pour notre audit et notre infrastructure IT qui font demander cela, mais j'ai la même vision. La deuxième chose, c'est surtout aussi que je trouve, c'est un peu la sécurité, parce que bien sûr, on peut avoir des API par l'Internet, mais je pense API par Swift, c'est quand même quelque chose qui est, selon moi, un peu plus sécurisé. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on doit quand même faire attention parce que dans mon rayon, bien sûr, on parle du cash et il y a beaucoup, on va dire, dehors, il y a beaucoup de choses qui se passent. On doit quand même faire attention. Donc, ça, c'est aussi très important. Mais bien sûr, je trouve aussi que Open Banking avec quelqu'un parce que souvent, on voit aussi les providers de TMS, de Treasury Management System, qui sont là, qui donnent là aussi, qui sont en train de regarder. Et bien sûr, je vois aussi que les banques ne sont pas toujours là avec tout et que Open Banking avec une autre partie peut nous aider. Mais bien sûr, le problème peut être que ce n'est pas toujours encore partout, hein, comme vous dites. Si c'est seulement, on va dire, pour la France, c'est possible, mais c'est peut-être pas pour la Belgique déjà. Et même si on va plus loin, donc là, c'est pas encore harmonisé, mais ce qui est très bien que le marché est vraiment en train de se développer et ça, j'aime bien parce que encore une fois, je trouve aussi, pour l'instant, il y a beaucoup de data et ça, c'est très important qui est dans les réseaux des banques et ils ont construit, mais c'est parfois très difficile de capturer ce data. Et j'espère avec les API et qu'on peut vraiment retirer l'information qu'on a besoin. C'est pour tout le monde différente. Et une dernière chose pour moi, déjà plusieurs années, j'aime bien le dashboard, hein, comme dans nos usines ici, dans la chimie, il y a des grandes usines et là, il y a un opérateur devant son écran, il voit toutes les lignes et tout est vert. S'il y a quelque chose rouge, là, il faut peut-être un chien qui doit regarder c'est quoi, il y a une fuite ou n'importe quoi. J'aime la même chose pour la trésorerie et pour le cash qu'avec nos paramètres qu'on reçoit à tout et s'il y a quelque chose que directement l'œil est sur cette chose et qu'on peut, on va dire, réagir. Et ça, c'est déjà depuis plusieurs années, mais je pense avec les API, ça devient un peu plus proche. Merci Eddy. Alors, quand tu parles de ce dashboard là, avec ses voyants verts et rouges, je pense évidemment à cette deuxième question autour du banking as a service, donc au service du dashboard, si j'ose dire. Qu'est-ce que pour toi banking as a service veut dire dans un monde où aujourd'hui tout est as a service, hein? On parle de software as a service, on parle de plateforme as a service,
on parle d'infrastructure as a service, etc. Donc bientôt on aura un government as a service. Mais voilà. Donc pour toi, qu'est-ce que veut dire finalement banking as a service? Qu'est-ce que tu en attendrais? Oui, ça dépend aussi de la société qu'on est, hein. On voit aussi, par exemple, avec les cartes, hein, donc c'est aussi quelque chose chez nous, donc les cartes de crédit avec on va dire, des opérateurs de voyage, d'avion, par exemple, que ben, ils sont en train de se connecter, travailler ensemble et donner tout le paquet comme un service pour un corporate. Et ça sont des choses qui n'étaient pas là auparavant parce que si on parle de cette chose-là, avec les cartes, si on est, on va dire, seulement en Europe, mais on est partout un petit peu, ben c'est tellement difficile d'avoir une chose standardisée, conforme, qu'on peut utiliser, mais c'est pas seulement utiliser la carte avec une banque et aller dans un restaurant, dans un hôtel, mais c'est aussi pour moi qui est un peu dans le back-office, qui est derrière, intégration dans notre SAP et aussi avec un API. Donc, il y a toutes des choses, je pense, c'est interlocuteurs, hein, qui sont un peu partout. Et ça, auparavant, c'était plutôt la société comme nous qui devait parler avec tous on va dire, ces sociétés indépendantes et regarder comment faire l'intégration. Mais c'est quelque chose qu'on veut déjà longtemps. Et ça, c'est une des exemples que je vois où on peut améliorer et c'est pas tellement, on va dire, difficile comme vision, mais c'est extrêmement difficile d'implémenter parce qu'on est, par exemple, dans toute l'Europe, dans tous les pays, il y a différentes lois, bien sûr, et parfois plusieurs banques, mais c'est une possibilité de faire mieux et de faire plus facile pour utilisateurs, mais aussi pour les gens administratifs comme les comptables, par exemple. Et alors, Laura, donc, dans cette idée de banking as a service, parfois on peut penser que c'est une vision qui peut entraîner à dire on va pouvoir changer plus facilement de prestataire, on le loue et on n'investit pas trop, ce sont que des dépenses de fonctionnement et pas des dépenses d'investissement. Et donc, comment la banque, elle, se situe dans une telle logique? C'est un peu philosophique comme question, hein, mais voilà. Comment la banque se situe dans cette manière de voir les choses et comment elle en profite pour avoir une position plus forte? Banking as a service is, as I was saying, part of a play of the open banking as we look at it as a bank, and it started actually with what Mark was referring to this chopping of what we call the value chain of a product in identifiable units, like we call them Lego blocks. These APIs, we have data sets or capabilities along a value chain of a product. And we start identifying them, isolating them, packaging an API, and start, using them internally to start with, because that's also something that is the basis of this open banking movement. You also need to have a modular architecture, as we call it in banking, that would have such identified units. And then you start reflecting as to what can you do with this, and you actually conclude that we are, as banks, sitting on a lot of capabilities that we've been practicing for decades. And we have a couple of examples. We have a transaction screening API in our developer portal. It is a basic capability for a bank to screen transactions, but we've never exposed it and, sort of granted to others to do. So there are a lot of, third parties, fintechs that would need such a capability in their own machine to be able to access local clearing sessions, because they need to screen their transactions, and they would not have the power, the investment power, or they would not want to make such an investment. And then you would see that they would think of actually using the capability of a third party, of a bank, in doing this. But there are also corporate clients that would be interested in this, and just consuming this API just before they send their payment file, so that they avoid rejections with signed on based on such alerts. Think of also retail capabilities of the banks, that by consumption for corporate clients, we are going into what I was referring to at the beginning, into this B2B2C spaces. For instance, we have a payment request API that's a retail capability, a peer-to-peer payment. But by consumption through an API,
retailer, a corporate client would, be capable of offering a payment journey in their own app, in their own ecosystem, for their own consumers or clients per se. Or someone was saying earlier, like credit scoring as a capability. It's again a capability that banks have developed, that we have a track record across industries and across. It's really a nice capability that you could package into an API and just offer it, as an extension of the banking relationship to a corporate client that actually would turn into a partnership like that. And these are ways of, we also call it embedded finance sometimes, in just to really show the basic principle of embedding such an experience in, a corporate client or a third party journey environment, let's say. If I would speak of or think of the treasury space, imagine, in the relationship with suppliers or buyers, just imagining creating these sort of financial journeys while using capabilities of banks with such consumption of APIs and the journeys that would be possible, at the very end of the corporate client interaction with their own counterparts in terms of buyers and suppliers. So this is, in big lines, a bit of how we start looking at banking as a service. There is a lot of thinking across the bank and with others as well. And I think what would really move us into this is getting closer to our clients and get into what we call the co-creation. So really identifying a need or identifying a journey that is needed and start working together towards that. I think this is really something that is also part of the beauty of APIs that makes possible such exercises of co-creation and validation and really accomplishing of an idea together. Merci Laurent. Alors Marc, évidemment, Banking as a Service, Swift ne fait pas de banque, seulement Swift est au service des banques. Donc on va retourner légèrement le sujet. Et donc vous avez finalement deux métiers. Comment vous allez rendre un meilleur service pour aider les banques à propager leur API. Ça, c'est la demande insistante d'Eddy. Eddy veut conserver le réseau Swift pour sa sécurité et pour sa standardisation. Je crois que c'est un vrai sujet. Et vous avez vos propres données, entre guillemets, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit pour GPI, finalement, ce sont des données qui transitent par le réseau à partir desquelles vous êtes capable de faire des choses. Et puis, vous avez d'autres produits, et je pense au KYC Registry, dont on a parlé la semaine dernière avec Delphine. Non, c'était il y a 15 jours, pardon. Et donc on en a parlé avec Delphine, et on s'est posé une question intéressante, qui était de dire, finalement, il y a des tas de documents que les banques demandent à leurs clients, et que les clients demandent à des fournisseurs de documents de bien vouloir leur donner. Donc le client fait un peu passe-plat. Et alors on s'est dit que là, il y avait peut-être quelque chose qui était assez intéressant à construire, et ça nous amène au rôle des third parties, parce que là, typiquement dans cet exemple, il faudrait qu'on empile plusieurs third parties. Delphine nous disait, dans chaque pays ou dans chaque région, on va trouver un agrégateur qui va récupérer les documents qui sont nécessaires à la législation locale. Pour prendre celle qu'on connaît, en France, on va aller chercher l'extrait CABIS, l'attestation URSSAF, et puis d'autres documents éventuellement que l'on peut demander qui sont spécifiques à la France. Et donc on va trouver un agrégateur qui fait ça, puis Swift va se positionner comme agrégateur des agrégateurs, de manière à pouvoir offrir aux banques quelque chose. Comment vous voyez cette question-là, donc cette question des parties tierces, et quel rôle vous pouvez jouer comme concentrateur, agrégateur de ces parties tierces qui sont nécessaires à la relation banque-entreprise? C'est un sujet assez vaste, hein. Donc l'idée est toujours la même, qui est pour pouvoir intégrer des nouvelles fonctionnalités, il y a un travail d'intégration qui est nécessaire chez le client final, donc chez les entreprises. Donc typiquement, beaucoup de ces nouveaux services vont être des services qui n'existent pas encore. Et donc l'idéal, évidemment, est d'offrir une interface, donc une API qui permet de consommer je dirais, le delta de valeur de manière la plus simple et la plus standardisée possible. Alors derrière, pour réaliser cette valeur, il y a plein de moyens. Donc c'est clair qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus ouvert.
mais on est aussi dans les services financiers, donc ça veut dire que derrière, on a besoin de garantir, je dirais, une intégrité de toute la chaîne de valeur. Donc on ne peut pas juste commencer à agréger des différentes briques si on n'a pas derrière des garanties que l'information qui va être fournie par ces briques, par exemple, ne risque pas de créer des possibilités de fraude ou que sais-je. Donc c'est très très important, je pense, dans le rôle d'agrégation, d'aller évidemment travailler avec un écosystème à qui on peut faire confiance, avec un niveau non seulement de technologie et d'intégrité suffisant, donc qui permet de fournir, je dirais, une intégrité et une sécurité sur toute la chaîne, mais derrière, et évidemment, avec des acteurs qui permettent également de fournir de l'information au bon niveau. Alors, est-ce qu'on veut jouer ce rôle? Est-ce qu'on a un rôle à jouer là? Évidemment, donc on le fait déjà sur KYC, en allant chercher des sources de valeur, des sources d'information directement, sans poser la question si on peut y répondre nous directement. On le fait également sur prévalidation. On va sans doute le faire sur la gestion des cas, donc le case manager. Donc vraiment, l'idée est toujours d'aller chercher toutes ces informations. On le fait déjà aujourd'hui avec les listes de sanctions, donc il y a quelque part un travail d'agrégation également. Donc tout ce travail-là est un travail de cacher la complexité derrière des choses qui sont faciles à consommer. Et je pense que la difficulté du rôle est d'arriver à maintenir une sécurité de bout en bout, une intégrité de bout en bout et, je dirais, un niveau de qualité au travers de tout l'écosystème. Merci Marc. Et alors, pour terminer, j'aimerais poser une question à Eddy et puis vous demander à l'un et l'autre de réagir à ce que Eddy va dire. Voilà. Alors Eddy, quel serait pour toi le pain point principal? Quelle est la chose dont tu voudrais absolument te débarrasser et qui, à ton avis, pourrait être réglée par une bonne API interbancaire et qui serait véhiculée par Swift? Hervé, je pense que juste Marc a parlé de KYC et ça, c'est vraiment un petit mot que les sociétés n'aiment vraiment pas parce que j'ai l'impression avec tous nos banques que le KYC, ils ont une armée d'avocats, je pense, et ils viennent beaucoup de questions chaque jour qui viennent sur le KYC. Et là aussi, je trouve aussi, par exemple, qu'on doit donner 20 fois le même document, et même si c'est dans la même banque, mais c'est un autre pays. Donc, tout le temps, tout revient. Et bien sûr, ça, j'aimerais bien à résoudre à une façon très facilement. Le KYC, peut-être avec un API, mais je pense là aussi que le blockchain, c'est aussi une possibilité que, par exemple, qu'on met, on va dire, le CABIS, comme vous dites en France, et des autres documents qui sont disponibles et qu'on dit, OK, ces banques-là ont la possibilité de regarder les derniers documents tout le temps. Ça va vraiment nous faciliter parce qu'aujourd'hui, on reçoit tellement beaucoup de questions et ça sera pour moi en combinaison avec un API, par exemple. Aussi qui peut-être aussi pour les auditeurs, façon de dire, parce que là aussi il y a beaucoup de demandes, même 2 fois par an, ça dépend un petit peu combien de fois on doit le faire. Donc là, c'est quand même beaucoup d'administration qui est en fait qui à la recherche des documents qui sont disponibles quelque part. Et c'est OK, KYC, on parle déjà longtemps à résoudre et jusqu'à présent, je ne trouve pas qu'il y a vraiment eu une vraie solution, mais j'aime bien aussi avec Swift de regarder sur ce sujet. Mais ça, c'est pour moi maintenant qui vient dans ma tête vraiment le KYC, le mot que les corporates, on n'aime vraiment pas ce mot. C'est plus facile d'ouvrir un compte privé, c'est seulement 3 clics avec le téléphone, hein, avec votre iPhone Hervé. Mais pour une société, c'est tellement compliqué et pourtant, ma société a plus d'argent que moi-même. Peut-être pour ça. Merci Eddy. Alors Laura, donc on a vu que la question de l'informatique est une chose, mais qu'on a nos avocats, là, donc toute cette armée de personnes qui travaillent dans les services de conformité. Et on sait très bien que dans les banques, l'impression que l'on a de l'extérieur, c'est qu'à chaque fois qu'on embauche un chargé de clientèle, on embauche 3 informaticiens et 10 juristes. Donc est-ce que cette idée de travailler avec les juristes dès le départ pour concevoir des solutions à travers les API qui vont permettre de simplifier grandement des besoins qui sont assez légitimes,
Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez pris en compte? Et est-ce que vous travaillez vraiment en fait, avec ces gens de la conformité? Est-ce qu'ils comprennent ce qu'est une API? The KYC is a pain journey for clients as much as it is for us as well. So it is KYC is one of the spaces where we have initiated thinking and really going for solutions and imagining the journey we would like to really offer to our clients. And there are a couple of initiatives. Eddie was referring to blockchain, to APIs. We can use all types of technologies, but I think the idea of it is really. I'm talking about an initiative we call Corp ID. It's actually a digital vault that offers a single, secure, digitalized, a platform, a location, a virtual location that is secure, and this is for clients to really deposit the documentation that is to be shared then with more third parties, with more banks. And it's an easy way to administrate, and to keep it up to date, all documents that are to be shared with all banks. So it's actually a vault, a digital platform that would connect clients with the financial institutions all together. Also ensuring connection and a flow of data from partners or third parties that would require, to provide data in this process. We have another initiative, we call it Blacksmith, that's, being validated and actually already running with Asian corporate clients in Singapore. So the journey has started, and the search for such solution has been initiated at ING. And the final aim of this is, that world of that Eddie also imagined, where this admin of administration of documents, keeping them up to date and really easily sharing them with my banks as a corporate client would be an easy journey. Merci Laura. Donc en fait, on a bien compris, ce que nous souhaitons, c'est compliance as a service and not compliance as a nightmare. Marc, donc on a déjà beaucoup parlé de KYC de KYC Registry avec Delphine il y a 15 jours. Peut-être que pour conclure, pour Swift, tu pourrais élargir un petit peu cette question donc, des API et nous parler un petit peu en 2 mots de la manière dont vous voyez, vous, l'avenir de votre rôle au cœur des transactions entre les clients et les banques, les clients entreprises et les banques. Oui, mais donc voilà, donc je ne vais pas revenir sur le KYC, mais donc on a une très bonne solution pour ça, donc ça c'est important de le mentionner quand même. Pour notre stratégie API pour les entreprises, c'est très facile. Donc l'idée est que la plupart des informations dont disposent aujourd'hui les entreprises sont largement satisfaisantes. Donc les entreprises ont depuis des années mis en place toute une série d'intégrations avec leurs partenaires bancaires et avec leurs solutions de comptabilité et de trésorerie pour obtenir finalement une vue qui fonctionne relativement bien pour effectuer des paiements et pour situer l'état du risque et des comptes. Là où je pense qu'on a vraiment une opportunité d'industrie, c'est pour tous les services qui ne sont pas remplis à l'heure actuelle. Donc, Eddie mentionnait dans son introduction par exemple l'accès au pouvoir, donc savoir qui a le droit de signer ceci ou cela. Donc, ce sont des choses qui sont très, très, très intéressantes à standardiser. D'un point de vue Swift, on travaille sur 4 axes en particulier. Donc, on travaille sur tout ce qui est traçabilité des paiements, donc la vue en temps réel, donc dans la logique d'une trésorerie en temps réel, la vue en temps réel du statut des paiements internationaux, donc voir les paiements, où ils sont, quel est leur statut, est-ce qu'ils sont bien livrés, à la fois les paiements entrants et sortants. Le deuxième axe, c'est la prévalidation, donc de permettre justement aux entreprises de valider que leurs paiements vont arriver à destination de la manière la plus efficace possible en vérifiant les informations avant de les envoyer.
Le troisième axe, c'est tout l'axe de gestion des exceptions. Donc, c'est de permettre une communication beaucoup plus standardisée et plus rapide entre les entreprises et leurs banques pour gérer et résoudre toutes les exceptions. Donc, dans le case management en anglais. Et le quatrième axe, c'est vraiment l'axe des statements, donc des extraits de compte, de voir comment est-ce qu'on pourrait amener toute cette logique des extraits de compte qui aujourd'hui est encore très, je dirais, batch, hein, très monolithique, en une vue beaucoup plus en temps réel de ça, dans l'esprit justement de l'open banking. Donc, c'est vraiment les 4 piliers, je dirais, de ce qu'on essaye de mettre en place du côté des entreprises pour justement supporter cette notion de trésorerie en temps réel. Merci beaucoup, Marc. Et alors, donc, nous allons nous retrouver maintenant avec les questions des auditeurs. Donc, évidemment, comme nous avons préenregistré toute cette discussion, il va y avoir une légère transition. Et nous allons nous retrouver donc en direct pour toutes vos questions. Voilà, donc merci, à tout de suite, vous ne quittez pas et nous revenons, peut-être pas avec la même chemise, mais ce seront les mêmes personnes.